avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui sont là en direct pour vous conseiller sur toutes les questions d'héritage, de succession, de transmission. Vous êtes peut-être en train de monter une entreprise, là aussi. Les notaires peuvent vous assister. Les questions de régime matrimonial, de testament, de vente ou d'achat d'un bien immobilier. D'ailleurs, on aura des questions autour du viager à poser à notre experte ce matin. C'est Maître Marie Laborde-Latouche. Bonjour Maître. Bonjour. Bonne année 2024. Pareillement, Merci. bonne année à tous les auditeurs. Notaire à Bordeaux, cours du chapeau rouge, vous me disiez avec beaucoup d'humour, qui s'est transformé ce matin en cours du chapeau blanc. Absolument. La neige qui tient autour du Grand Théâtre de Bordeaux. C'est parti, vous vous inscrivez dès maintenant, 05 56 19 10 10. Vous passez en direct et vous posez vos questions à notre notaire ce matin, Maître Marie Laborde-Latouche, 05 56 19 10 10. On vous attend en direct jusqu'à 10h. France Bleu Gironde à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Pas mal de questions ce matin autour du viager, on en parlera tout à l'heure. Question sur les testaments également. Les frais de notaire lors d'un divorce. Tout d'abord, 2024 commence. Maître Laborde-Latouche, les actus. On fait un point tout d'abord. Le marché de l'immobilier. Moi, j'avais 3 questions. Tout d'abord, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Oui, on pense que là, on est dans une période un peu critique. Effectivement, il y a quelques incertitudes, des difficultés pour beaucoup. Il n'empêche que placer dans l'immobilier, ça reste un capital, même si on n'est pas forcément aujourd'hui dans des phases où on va doubler, tripler son capital. Ça reste un capital, ça reste de la bonne épargne. Et le marché est stabilisé. Ça y est, les prix arrêtent, les prix, ça baisse encore ? Les prix se stabilisent, les prix ne baisseront pas sensiblement, un petit peu évidemment, mais pas sensiblement, ce qui est d'ailleurs plutôt positif, parce qu'il faut aussi penser à ceux qui ont acheté il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce que c'est le moment d'emprunter ? Puisque certains se posent des questions, ils sont locataires, ils ont envie de devenir propriétaires en 2024. Vous dites que les prix baissent un petit peu, côté taux d'intérêt, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a des signaux positifs, la stabilisation des taux d'intérêt, voire même une petite baisse. On arrive dans une phase où les taux sont normaux. Ils étaient anormaux, hein. Quand on était à des taux négatifs, c'est pas normal. On arrive à un moment où on va avoir de la visibilité. Il faut y aller, oui. Bien, 05 56 19 10 10 avec vos questions qui arrivent également via les réseaux sociaux. Jean-Philippe à Bordeaux qui nous dit, Maître, que prévoit la loi en matière d'acceptation d'une succession ? Est-ce qu'il y a plusieurs formules, plusieurs solutions ? Voilà, un décès dans une famille, qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a plusieurs formules. Alors, vous pouvez accepter une succession purement et simplement, et vous prenez tout ce qu'il y a, le plus et le moins. Si toutefois vous pensez que seront révélées des dettes au fur et à mesure de l'avancement du dossier qui deviendront supérieures à l'actif, vous pouvez accepter ce qu'on appelle la concurrence de l'actif net, c'est-à-dire vous acceptez si tant est que la succession soit positive. Vous pouvez aussi renoncer. Purement et simplement. Purement et simplement. Est-ce qu'on peut revenir sur sa décision ? On peut tout à fait revenir sur sa décision de renonciation. Bien, pour Jean-Philippe à Bordeaux. Adeline à Cestas. Tiens, on revient sur les transactions immobilières. Adeline qui nous dit, que fait le notaire pendant le délai compris entre la signature d'un sous-seing privé et l'acte définitif ? Pourquoi est-ce que c'est si long ? Premier volet de la question d'Adeline à Cestas. Alors, il y a un petit peu de travail, effectivement. Effectivement ce que vous faites. Voilà. Ouais. En fait, on fait un travail de sécurisation de la vente définitive. C'est-à-dire que on écrit aux mairies, aux communautés de communes, à l'administration, on vérifie que le vendeur n'ait pas de dette, que la rue devant chez vous ne va pas s'élargir pour vous prendre la moitié du terrain. On vérifie tout un tas de choses. Et puis, les délais sont longs parce que certains organismes, comme les communes ou en milieu rural, la SAFER, ont la possibilité de vous passer devant, c'est-à-dire de préempter. Et elles ont elles-mêmes un délai qui est souvent de 2 mois. Donc pendant ce délai, vous vérifiez évidemment donc tous ces cas de figure. Et Adeline qui rajoute dans son message, Adeline à Cestas, qui dit quel délai est-ce qu'il faut prévoir ensuite pour avoir son acte de propriété définitif ? Alors, vous êtes propriétaire à la seconde même où vous signez l'acte chez le notaire. Mais en effet, ce qu'on appelle votre copie authentique, votre titre de propriété, c'est-à-dire la copie officielle de votre acte, mentionnant que
au fichier immobilier, vous figurez bien maintenant comme propriétaire. Eh bien ça dépend des services immobiliers, en l'occurrence en gérant de la cité administrative par exemple, et il faut plusieurs mois pour que cette mention figure, mais vous êtes propriétaire à partir du moment où vous avez signé, et aujourd'hui avec les actes électroniques, vous avez la copie de votre acte immédiatement. Bon, justement, on va reparler des actes, des démarches dématérialisées dans un instant. Question au notaire ce matin, n'hésitez pas, on a de la place 05 56 19 10 10 avec Maître Marie Laborde-Latouche, notaire à Bordeaux, qui est là pour vous répondre dans un instant. Les questions de Sylvia Pauillac sur un divorce, et puis les démarches dématérialisées auprès des notaires avec une question de Karine de Bordeaux. On attend évidemment vos appels au 05 56 19 10 10 et vos questions via les réseaux sociaux sur France Bleu Gironde avec notre notaire. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. C'est mercredi, question au notaire avec la Chambre des notaires de la Gironde, représentée ce matin par Maître Marie Laborde-Latouche, qui est là pour vous conseiller en direct. On va parler dans un instant des démarches dématérialisées de Soult, et puis Grégoire de Léognan qui nous dit quel document, puisqu'on parlait justement de transactions immobilières. Grégoire qui dit quel document est-ce qu'il faut réunir et fournir au notaire lors d'une vente immobilière? Alors, évidemment, votre titre de propriété si vous êtes vendeur, même si vous ne l'avez pas, on arrivera toujours à le retrouver. Et puis, les fameux diagnostics de la maison ou de l'appartement, le DPE, les termites, l'amiante, le plomb, voilà. Et nous, on vous posera quelques questions, notamment sur est-ce que vous avez fait des travaux, est-ce que le bien est raccordé tout à l'égout, des choses comme ça. Ok, sur la suite, pardon, alors parce que moi, on me parle dans les ordres, voilà, comme on dit dans le casque. Voilà pour Grégoire à Pauillac, donc sur ces documents qu'il faut fournir au notaire lors d'une vente immobilière. On a Christine qui arrive et qui est à Martignas. Bonjour Christine, on vous écoute avec Maître Marie Laborde-Latouche sur France Bleu Gironde. Bonne année tout d'abord 2024. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. On a fait un contrat constitutionnel avec mon mari. Et mon fils est unique, il est marié, il n'a pas d'enfant. Je voudrais savoir si le jour où nous on disparaît, ça revient à mon fils. Mais je voulais savoir si après, si mon fils décède avec sa femme, le patrimoine, à qui il revient à ce moment-là? Alors Christine, des questions qui reviennent souvent et qui sont source de beaucoup d'interrogations, parfois d'angoisse aussi. Maître. Et oui, bonjour Christine, je comprends votre interrogation. Le patrimoine dont votre fils hérite devient son patrimoine. Et à son décès, eh bien, ce sont ses héritiers. S'il ne fait pas de testament particulier, c'est effectivement le conjoint qui devient, et s'il n'a pas d'enfant, c'est le conjoint qui devient à son tour l'héritier du patrimoine. Alors, il y a quand même des cas particuliers, c'est-à-dire que si vous lui faites une donation d'un bien, dans cette donation, vous pouvez dire si mon fils décède avant moi, je récupère le bien que je lui ai donné. Mais si l'ordre des décès est naturel, on va dire, il hérite de vous et son conjoint hérite de lui. D'accord. Et si, par exemple, ils décèdent tous les deux, admettons, ce patrimoine, il revient à qui après? Vous nous disiez, il n'a pas d'enfant, Christine, votre fils. Il n'a pas d'enfant, non. Voilà. Non. Alors, en l'absence d'enfant et en l'absence de conjoint, ensuite, eh bien, les héritiers, ce sont ce qu'on appelle les collatéraux, éventuellement, donc les cousins. Voilà, on va élargir le cercle familial pour savoir qui devient l'héritier. Est-ce que c'est clair, Christine, pour vous? Parce que comme mon fils est unique, après, ça peut revenir après aux frères et sœurs de sa femme. Alors, s'il décède avant elle, alors attention, non, pas si elle n'est plus là déjà quand votre fils décède, ou s'il y a des décès, on va dire, voilà, à ce moment-là, ça va pas de son côté à elle, hein, ça reste de son côté à lui. Hein. Ah d'accord, donc ça peut être à ses neveux. Exactement. À ses cousines. Tout à fait. D'accord. Parfait. Christine. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci Christine à Martignas. France Bleu Gironde, à votre service.
Sylvie Apoyac, maître, vous continuez à nous appeler 05 56 19 10 10. Sylvie qui nous dit à combien s'élèvent les frais de notaire lors d'un divorce. Sylvie qui rajoute, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le montant de la soulte. Quels sont vos conseils? On divorce devant le notaire. Alors, oui, alors le divorce, c'est la rupture du mariage. Ensuite, c'est le partage des biens que les époux avaient en commun. On n'arrive pas à s'entendre sur le montant de la soulte. Alors en réalité, normalement, strictement, on prend les biens. On va rappeler ce que c'est qu'une soulte, voilà, tout d'abord. On valorise le patrimoine en commun des époux, des ex-époux. On regarde ce qu'il y avait éventuellement comme dette commune, les proportions dans lesquelles on était propriétaire, dans lesquelles on avait des droits. Les apports aussi, qui a travaillé, qui a financé. Qui a travaillé, tout dépend du régime matrimonial. Si on n'a pas de contrat de mariage, tout est commun. Si l'un a mis de l'argent d'un héritage, là, on va avoir éventuellement des récompenses à faire. Ce sont des calculs normalement mathématiques et au bout du compte, chacun a des droits. Si on attribue un bien à l'un, l'autre va récupérer de l'argent. Si l'un a eu un bien supérieur à ses droits, l'autre va récupérer de l'argent. C'est ce qu'on appelle la soulte, c'est-à-dire la compensation en argent. Normalement, c'est mathématique, mais en effet, effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. J'ai mis du temps dans les travaux, ça, juridiquement, ça ne compte pas. Or, en réalité, moralement, c'est très important. Bien sûr. Donc souvent, les gens essaye de s'entendre sur un montant. On en fait les choses un petit peu à l'envers dans ce cas-là. Effectivement, au départ, on essaye de voir mathématiquement ce que donnent les comptes, puis on essaye de faire un entre-deux avec ce que les gens souhaitent. Mais si on n'arrive pas à s'entendre, le juge tranchera de façon très mathématique. Donc il vaut mieux essayer de s'entendre. Ouais, essayer de discuter. Et pour revenir sur la première partie de la question de Sylvie qui nous dit à combien s'élèvent les frais de notaire lors d'un divorce, en fait c'est cet acte notarié qui va acter la fin du mariage et le partage des biens. Donc là, il y a des frais sur cet acte en question. Absolument. Le partage, lui, il y a les frais pour le notaire, un petit pourcentage comme tous nos actes sur la valeur des biens. Et puis, il y a surtout ce qu'on appelle le droit de partage, c'est-à-dire une taxe qui est à payer sur la valeur de ce qui est partagé. Voilà. Bien, Karine, merci pour la question de Sylvie Apoyac. Karine, à Bordeaux, on va aborder là aussi un sujet qui est intéressant. Et Karine qui nous écrit, qui nous dit: pendant le Covid, j'ai effectué des démarches dématérialisées auprès du notaire de mes parents pour une donation. C'est vrai que les notaires ont dû s'adapter pendant cette période compliquée. Et Karine nous dit: est-ce que cette formule en ligne, ces démarches donc dématérialisées via Internet, existe encore, et est-ce qu'il y a des cas précis dans lesquels il est obligatoire d'être physiquement présent pour la signature donc d'un acte chez le notaire? Ou est-ce que tout se fait, ça y est, de façon dématérialisée? Alors, dans l'absolu, on peut faire tout de façon dématérialisée. Mais attention, c'est pas vous, chez vous, qui allez signer sur votre écran et votre signature s'imbriquerait dans notre acte à nous. Non. Il y a deux types d'actes. Les actes où vous pouvez signer un document en ligne sans que l'on ait besoin de la présence d'un notaire, pour une vente par exemple, ça c'est assez simple. Et puis il y a des actes comme la donation pour lesquels il faut que la signature se fasse en présence d'un notaire. Et effectivement, on peut le faire à distance, c'est-à-dire qu'on va faire une visio ensemble, pendant laquelle on va recueillir votre consentement. Donc via toutes ces applications qu'on a c'est un système qu'on a mis en place, effectivement. Des applis qu'on n'utilisait pas du tout autrefois, donc c'est Teams, Zoom, etc. Alors non, pas du tout. Surtout pas. Ah bon? Ce sont des systèmes spécifiques au notariat pour des signatures authentiques. Sécurisées donc? Sécurisées, absolument. Bon, on peut donc se faire représenter évidemment par un notaire ou un clerc de notaire de l'étude à distance. Tout à fait. Et on signe donc. Il faut, en fait, c'est une démarche en 2 temps. Ouais. On prend un rendez-vous en visio, le notaire et le client chez lui. Le notaire recueille le consentement du client et le client, dans cette démarche-là, donne pouvoir à quelqu'un. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'acte définitif est signé par celui à qui on a donné procuration. Est-ce qu'il y a des cas précis où physiquement c'est impératif d'être présent dans l'étude du notaire? Non, puisque effectivement, on peut faire ces signatures à distance, même pour les actes dits solennels. En revanche, quand même, il faut pas
perdent de vue que la présence physique permet parfois d'insister sur l'importance de certaines choses. Question au notaire ce matin, maître Marie Laborde-Latouche, qui est notaire à Bordeaux, et qui vous répond. On va partir en forêt. Mathieu à Saint-Symphorien. Mathieu qui est en conflit avec son voisin. Il nous dit, je suis en conflit sur la délimitation précise de 2 terrains forestiers. On n'arrive pas à retrouver les bornes. Combien coûte l'intervention d'un géomètre et surtout qui doit repayer ? Ah là là. Voilà. Alors c'est une question qu'il faudrait plutôt poser effectivement au géomètre expert. Oui, les limites de propriété, c'est l'expertise du géomètre qui va faire des recherches pour effectivement retrouver la véritable limite entre 2 terrains. Dans nos actes, nous avons parfois des indications dans les anciens actes, mais seul un bornage par un géomètre permet de déterminer précisément et qui doit payer. Il y a pas une règle écrite, mais c'est celui qui veut être certain de sa limite. D'accord. Donc mais ça coûte cher un bornage avec un expert géomètre agréé. Non, ça dépend de son travail, du déplacement. Il y a quand même un réel travail à effectuer. Donc je veux pas dire, mais c'est plusieurs centaines d'euros effectivement. Et c'est des cas de figure qui, il y a le cadastre évidemment. On voit les parcelles délimitées et souvent, vous le voyez dans vos études, des conflits de voisinage liés justement à le voisin qui va mordre, sur 50 cm, mais 50 cm sur 20 mètres de long, ça commence à faire quelques mètres carrés. Ça commence à faire beaucoup. Oui, il faut, on insiste auprès de nos clients, le plan du cadastre ne fait pas foi des limites. Seul un véritable bornage contradictoire entre 2 voisins avec un géomètre fixe les vraies limites. Donc pour Mathieu à Saint-Symphorien, donc se rapprocher d'un cabinet de géomètre qui va pouvoir l'accompagner en forêt pour tenter de délimiter avec précision donc les bornages entre ces 2 parcelles de forêt dans les Landes de Gascogne. Merci Mathieu. Solange à Mérignac, il vous reste encore quelques minutes pour la suite de vos questions qu'on compile, ou si vous souhaitez évidemment les poser en direct, c'est le 05 56 19 10 10. Solange à Mérignac, maître. Alors là, c'est presque un scénario de film. Solange qui nous écrit: j'ai découvert à la mort de ma mère à la fin de l'année dernière que nous avions un demi-frère caché dont nous ignorons l'existence. Qu'est-ce que ça change en termes de succession et quels sont ses droits ? Alors, il est héritier, il n'y a pas de doute. Alors il y a effectivement une prescription d'une dizaine d'années pour accepter une succession, mais encore faut-il que l'héritier ait eu légitimement connaissance du décès de son auteur, ce qui veut dire que s'il prouve que lui ne l'a jamais su, la succession n'est pas clôturée et ça remet en cause les choses. Donc pendant 10 années, il peut y avoir des modifications. Ah oui, mais encore faut-il même, c'est 10 ans à compter du fait, de la connaissance du décès. Donc, Bon, il faut là ne pas traîner, se rapprocher de son notaire le plus vite possible. Alors normalement, effectivement, on fait quand on a des doutes, mais si les héritiers ne nous mettent aucun doute, difficile d'aller faire des recherches. Nouvel appel, Jacques, qui est à Mios ce matin. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Bonjour, bonne année. On vous écoute, bonne année à vous aussi avec Maître Marie Laborde-Latouche. D'accord, donc ma question c'est par rapport à ma tante donc. Quels sont les pourcentages de droits de succession, notaire compris, je parle. Voilà, frais de... voilà. Alors attendez Jacques. Nous on est je suis le neveu. Vous êtes un neveu. C'était quoi ? C'était la sœur de votre papa ou de votre maman ? Voilà, de ma maman, c'est ça. De votre maman, ok. Oui, bonjour Jacques. Bonjour. Alors, alors vous avez les frais inhérents à la réalisation des actes qui, eux, ne dépendent pas du lien de parenté. Et puis vous avez effectivement les droits de succession, l'impôt à payer sur la somme que vous recevez. Et là, vous êtes dans des tranches à 45 voire 55% de la somme que vous recevez. Ouais, d'accord. Plus les frais de notaire, après, c'est ça. Voilà, il y a les frais de réalisation des actes, effectivement. Ouais, d'accord. Ok. Bien, merci. Je vous en prie. C'est une bonne nouvelle, 45%. Oui, non, c'est presque confiscatoire, en effet, oui, c'est sûr. Merci Jacques. Et bonne journée à Mios.
Merci beaucoup, maître. Avec maître plaisir. Marie Laborde-Latouche, notaire à Bordeaux. Conseil, rapprochez-vous évidemment de... Nos portes sont ouvertes. Voilà, les notaires, on rappelle que dans les études, les rendez-vous, les conseils sont gratuits, sont Absolument. les actes qui sont payants. N'hésitez pas si vous avez des interrogations. Les notaires sont là évidemment pour vous répondre. Retour de la Chambre des notaires mercredi prochain. Merci maître. Avec plaisir. Et bonne Au revoir. semaine, au revoir. Bonne semaine.